Bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire proposé par la Mutualité française. Donc, ce webinaire a lieu dans le cadre de l'action Corps et Fracas, que je vous détaillerai un petit peu après. Nous allons aujourd'hui parler de santé mentale. Donc, santé mentale, mieux la comprendre pour en prendre soin au quotidien. Je suis Ségolène Duclosio, je suis chargée de mission en prévention et promotion de la santé à la Mutualité française de Centre-Val de Loire. Et donc, je suis aujourd'hui accompagnée notamment de Anne-Laure Thierry, donc qui est psychologue clinicienne. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Anne-Laure Thierry, psychologue clinicienne. J'ai plusieurs activités professionnelles. J'ai une activité au sein d'un service de santé au travail où je m'occupe justement des risques psychosociaux, de la souffrance au travail et des événements traumatiques en entreprise. J'ai également un cabinet libéral et je suis également formatrice en premier secours en santé mentale. Donc, la santé mentale, c'est mon quotidien. Effectivement. Merci. Donc, pour rappel, ce webinaire est donc mis en place dans le cadre du podcast Corps et Fracas. C'est une action qui a débuté depuis janvier. Et donc, on est sur différentes thématiques. La première thématique traite de la santé mentale. Et donc, il y a à ce jour 3 épisodes de podcast qui ont été publiés sur toutes les plateformes d'écoute que vous pouvez voir en haut à droite. Peut-être que certains les ont écoutés, peut-être que d'autres non. Il y aura notamment un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé par mail à la suite. Donc, vous pourrez indiquer si vous les avez écoutés ou non. Toujours est-il que du coup, nous avons aujourd'hui avec nous également Marine et Camille. Donc Camille qui a été l'intervenante sur le premier épisode du podcast et Marine sur le 3e. Si vous voulez peut-être vous présenter très rapidement. Bonjour, je suis chargée de mission de prévention et promotion de la santé avec Ségolène et je suis intervenue dans le premier podcast, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Camille. Bonjour, moi je suis Marine. Je suis intervenue dans le podcast plus précisément sur les troubles bipolaires. Donc de la même façon, n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Merci beaucoup. Et donc, si vous souhaitez écouter les podcasts et que vous ne les avez pas écoutés, je remettrai le lien dans le chat et puis il y a un QR code, etc. N'hésitez pas. Et sinon, ils sont au nom de Corps et Fracas sur donc toutes ces plateformes d'écoute. Voilà. Et donc, je vais pouvoir donner la parole à Anne-Laure Thierry pour l'intervention. Et on se retrouve à la fin. Merci. Donc aujourd'hui, je vais faire une sensibilisation à la santé mentale. Qu'est-ce que la santé mentale, d'où elle nous vient, et puis on va faire un petit comparatif avec les troubles psychiques. Qu'est-ce qu'un trouble psychique? Et puis on verra en fin de sensibilisation pour vous donner quelques trucs et astuces pour avoir une bonne santé mentale. Donc qu'est-ce que la santé mentale aujourd'hui? Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, met cette définition sur la santé mentale. Ça correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie en communauté. Alors, globalement, la santé mentale, c'est pas être joyeux à chaque instant. Nous avons des émotions de base. On pourrait reprendre les 5 émotions de base telles que la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur. Ce sont des émotions que l'on a tous les jours, qui sont normales. Donc, on oscille dans ces émotions. C'est pas parce qu'à un moment on est en colère qu'on a un problème de santé mentale. Donc, on est bien sur un système de ce qu'on appelle un continuum. Il y a des jours où on est un peu plus fragile parce qu'on a des événements qui peuvent être un peu plus difficiles. Puis il y a des jours où ça va plutôt bien, on est dans le bien-être. En tout cas, on sait affronter notre quotidien et ça, on parle d'une bonne santé mentale. Je vais vous montrer un petit film. Alors, je vais être obligée de basculer parce que nous avons eu un petit problème technique. Un petit film qui présente la santé mentale. Oui. C'est bon. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. On ne parle pas ici de folie ou de maladie, car nous avons tous une santé mentale. Elle est influencée par nos conditions de vie et fluctue en fonction d'événements marquants. Et tel un funambule, nous cherchons en permanence un équilibre entre toutes les dimensions de notre vie. D'un côté, nous pouvons disposer de ressources qui nous stabilisent,
des ressources internes et génétiques, nos antécédents familiaux, notre emploi, nos amis, notre famille ou encore nos loisirs. Elles nous aident à avancer. De l'autre, des obstacles nous déséquilibrent. Une désillusion, la maladie, un deuil, ou même une séparation ou un changement d'environnement, et parfois même des événements positifs. Or, ce constat n'est pas immuable et nous pouvons prendre soin de notre santé mentale au quotidien. Trouver un bon équilibre pro-perso, pratiquer une activité physique, prendre soin de son sommeil et s'accorder du temps pour ses loisirs et sa vie sociale nous aide à rester en bonne santé. Prendre du plaisir à faire les choses, travailler son estime de soi et parler de ses peurs et de ses angoisses sont également de précieux alliés. Et lorsqu'un trouble de santé mentale survient, il est essentiel de le traiter rapidement, aussi vite qu'on le ferait pour un problème de santé physique. Car la santé mentale, c'est la santé. Alors soyons attentifs à nous-mêmes et à nos proches qui perdent l'équilibre sans avoir la force d'en parler. Écoutons-les en se protégeant et sans jamais banaliser la souffrance. Et invitons-les à chercher de l'aide auprès d'un spécialiste. Donc, suite à l'explication un petit peu de ce qu'est la santé mentale, en fait, la santé mentale à la base, c'est qu'on a tous des compétences psychosociales plus ou moins développées. Elles peuvent être innées ou parfois acquises, oui, on les acquiert tout au long de notre vie. Donc, les compétences psychosociales, en fait, c'est toujours l'OMS qui les définit en mettant que c'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Donc, c'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, de sa propre culture et de son environnement. Donc, on parle de trois catégories de compétences psychosociales. On a les compétences cognitives, on a les compétences émotionnelles et on a les compétences sociales. Si on les regarde un peu plus en détail, sur les compétences cognitives que l'on peut avoir, il y a toute cette partie sur la conscience de soi, avoir conscience de soi, se connaître, savoir penser de façon critique, avoir une capacité d'auto-évaluation, c'est se dire j'ai bien fait ou j'ai mal fait. En tout cas, une capacité d'attention à soi. On a la capacité de maîtrise de soi, de gérer ses impulsions, d'atteindre ses buts ou la capacité à prendre des décisions constructives, à faire des choix responsables et à résoudre des énigmes ou des problèmes de façon créative. Donc ça, c'est toutes les compétences cognitives. Elles sont développées petites et puis on en a plus ou moins. On a les compétences émotionnelles, et donc là, c'est avoir compétence ou conscience de ses émotions, de ce stress, les comprendre, les identifier. Il y a la notion de réguler ses émotions, exprimer des émotions positives, mais savoir aussi gérer ses émotions. Et il y a les compétences de la gestion ou de la régulation du stress au quotidien. Et puis, on a les conséquences sociales qui vont être plutôt autour de la relation à l'autre, avec des capacités d'écoute et d'empathie, une communication efficace, des relations constructives avec des liens sociaux, avec des attitudes pro-sociales. On a vu à l'époque du Covid, quand on nous a enlevé tout notre côté social, comment ça a pu nous engendrer des difficultés sur notre santé mentale. Et puis, dans les compétences sociales, il y a aussi résoudre les difficultés, savoir demander de l'aide s'il y a besoin ou résoudre des conflits. Ça, toutes ces compétences psychosociales, on les acquiert tout au long de notre vie. C'est plus ou moins facile et on peut les développer même avec des formations sur la gestion du stress, par exemple, ou même sur l'empathie. Il faut savoir que aujourd'hui, dans l'éducation nationale, maintenant, on met des cours d'empathie pour les enfants depuis l'année dernière. Donc, on voit bien comment ces compétences peuvent être utiles sur la santé mentale. Je vais vous présenter également un petit film parce que vous allez bien repérer que vous les utilisez tous les jours, ces compétences psychosociales. Pour que les gens adoptent des comportements plus favorables à leur santé et à celle des autres, différentes approches ont été expérimentées. Les sermons moralisateurs, la menace et la peur, les leçons de bonne santé.
Mais tout ça ne marche pas très bien. Et si on s'y prenait autrement ? Dans les années 90, un groupe d'experts nord-américains s'est réuni pour soutenir une démarche alternative, le développement des compétences psychosociales. Ils ont défini ces compétences comme la capacité d'une personne à répondre efficacement aux épreuves de la vie quotidienne. Mais dit comme ça, ce n'est peut-être pas encore très clair. Pourtant, sans le savoir, vous faites tous appel à ces 10 compétences dans votre vie de tous les jours. Voyons comment. 8h10 déjà, vous devez être au travail à 8h30. Difficile d'arriver sereine et à l'heure si vous faites comme d'habitude le chemin à pied avec votre voisine Michel. Aujourd'hui, il faut oublier la petite marche tranquille. Alors, bus ou sprint jusqu'au bureau ? Vous proposez à Michel de prendre le bus ce matin et d'organiser une balade en forêt ce week-end. Elle est ravie, vous venez de mobiliser votre première compétence. Vos choix de vie impactent votre bien-être et celui de votre entourage. Mais pas de pression. L'essentiel, c'est que vous soyez capable de prendre des décisions qui vous semblent justes et de résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. 12h55. Votre collègue passe vous prendre comme prévu pour déjeuner. Mais votre réunion démarre dans 30 minutes. Vous avez juste le temps pour un sandwich. Voyant qu'il est déçu, vous lui expliquez la situation et vous lui proposez d'aller prendre un café après la réunion. Vous savez communiquer de façon efficace et faites preuve d'habileté relationnelle. 16h59. Vous venez d'éteindre votre ordinateur, mais votre chef entre dans votre bureau et dépose un lourd dossier à traiter avant lundi. Vous n'avez qu'une envie, partir rapidement en week-end. Sauf qu'au lieu de vous énerver, vous prenez une grande inspiration et négociez calmement un rendu du dossier pour mardi. Vous ne vous laissez pas impressionner par l'imprévu, vous savez gérer votre stress et vous maîtrisez vos émotions. Pour votre plus grand bien et celui des autres. 18h30. Ce soir, dîner chez Cathy. Elle reçoit 10 personnes, elle vous a demandé de préparer une centaine de canapés. C'est beaucoup trop, mais vous vous mettez aussi à sa place. Recevoir autant de monde après une grosse semaine de travail, le stress. Vous vous mettez au fourneau et partez chez votre ami avec un cake aux olives tout chaud. Vous avez conscience de vos propres ressources et limites et vous agissez en conséquence. Vous savez aussi vous mettre à la place des autres, vous éprouvez de l'empathie pour eux. 22h15, la soirée chez Cathy bat son plein, le plateau de coupe de champagne arrive, mais vous en avez déjà pris plusieurs. Vous savez que c'est le moment de passer à l'eau gazeuse. Pour rester dans l'ambiance, vous lancez un karaoké. Tout le monde s'en donne à cœur joie. Vous êtes capable de porter un regard critique sur vos choix, tout en activant votre pensée créative pour trouver des alternatives favorables. Et voilà, au cours de cette folle journée, vous avez mis en pratique les 10 compétences psychosociales. Savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions. Ces compétences sont toutes liées entre elles. Par exemple, mener une négociation relève tout autant de la capacité à résoudre des problèmes, à gérer son stress ou à communiquer, que de l'empathie ou de l'habileté dans les relations avec les autres. Comme toutes les compétences, on peut les acquérir ou les renforcer, et il est important de les développer dès la petite enfance. Elles sont utiles tout au long de la vie, pour faire des choix éclairés concernant notre santé. Nos propres compétences ont bien sûr un impact sur les gens qui nous entourent. C'est pourquoi on parle aussi d'aptitudes de vie. Posséder ces aptitudes, ça ne nous amène pas à nous comporter tous de la même manière. Au contraire, ça nous permet de nous adapter le mieux possible à la variété de situations que nous rencontrons en nous appuyant sur nos propres ressources. On peut compter sur beaucoup de monde pour accompagner le développement des compétences psychosociales. Des professionnels dans le cadre de leur mission. Travailleurs sociaux, enseignants, animateurs jeunesse, infirmières scolaires, ou des personnes que l'on côtoie dans notre vie personnelle, amis, parents, voisins, responsables d'équipe. Pour certains, c'est presque naturel. Pour d'autres, ça peut demander une formation ou un vrai travail sur leur façon d'être avec les autres. Cette vidéo a été réalisée à l'initiative du pôle ressources en promotion de la santé de Bretagne avec le soutien de l'ARS Bretagne.
Nous tenons à remercier Christine Ferron pour son aimable collaboration. Si vous souhaitez en savoir plus sur les compétences psychosociales, consultez le site du pôle, rubrique compétences psychosociales. Donc maintenant que l'on a vu un petit peu les compétences psychosociales et ce qu'était la santé mentale, on va faire la différence avec un trouble psychique. À partir de quand on parle de troubles psychiques, donc de troubles de la santé mentale? Et en fait, un trouble psychique, c'est donc une pathologie, une maladie qui entraîne des changements majeurs de la pensée, des émotions et des comportements, altère le fonctionnement dans la vie quotidienne et perdure dans le temps. En fait, les trois notions importantes à prendre en compte dans un trouble psychique, c'est la durée, l'impact et l'intensité. Par exemple, on vit tous des moments d'anxiété dans sa vie, des moments d'anxiété modérée. Je vais dire, je suis un peu en stress parce que je suis en webinaire aujourd'hui, évidemment, mais c'est pas pour ça que je suis atteinte d'un trouble anxieux. Si c'était jusqu'à me paralyser, à ne pas pouvoir réaliser ce webinaire, là, on pourrait éventuellement parler d'une conduite d'évitement de ma part, et ça altère mon fonctionnement de ma vie quotidienne puisque ça m'empêcherait de travailler. Donc, on est bien sur cette notion il faut qu'un trouble psychique, ça dure dans le temps. Par exemple, sur une dépression, on ne posera un diagnostic de dépression que si on a une humeur triste et une perte d'intérêt dans les activités au-delà de 15 jours, par exemple. Donc, c'est cette notion de durée qui est importante sur la définition, l'impact sur la vie quotidienne. Donc, l'intensité, qu'est-ce que ça génère comme changement de comportement chez moi jusqu'à entraîner un problème dans ma vie quotidienne. L'OMS définit 3 troubles principaux. En fait, il y en a un petit peu plus, on pourrait en parler, mais les 3 troubles principaux sont ceux-ci. Ce sont les troubles dépressifs, les troubles de l'anxiété et les troubles psychotiques. Il rajoute également tout ce qui est addiction. Vous avez fait un podcast, La Mutualité, sur les addictions. C'est également considéré comme un trouble psychique, tout ce qui est prise de substances. Mais c'est en tout cas les 3 principaux. On parle plus comme dans le temps de névrose ou de psychose. Tout ça, c'est terminé. Alors les troubles psychiques aujourd'hui, c'est vrai que la santé mentale, on en parle beaucoup. On est sur l'année de la santé mentale de la part de l'État qui a mis cette année comme un problème de santé publique, la santé mentale. On en parle beaucoup depuis le Covid aussi, puisque la santé mentale s'est beaucoup détériorée. Alors, je veux bien que vous parliez un petit peu dans le chat. Je vais vous poser une question. Je vais vous présenter un petit tableau. Alors, selon vous, quel est le pourcentage de personnes atteintes par un trouble anxieux en Europe, on va dire c'est les 27 pays de l'Union européenne, plus la Suisse, plus l'Islande, plus la Norvège. Donc, pour un trouble anxieux, alors je vous ai mis des chiffres à côté. Vous avez 6,9, 4,6, 1,2, 27, 0,9, 14. Et donc, selon vous, pour les troubles anxieux, nous serions à combien? Alors, je veux bien que vous parliez dans le chat, que je puisse voir. 27% pour les troubles anxieux, 6,9, 4,6, 14, 14, 14, 14, 65. Oh, c'était pas dans la proposition des chiffres. Alors, je félicite ceux qui ont mis 14. Nous sommes à 14%. Les femmes présentent 2 fois plus de troubles anxieux que les hommes. Bon, alors comment on fait cette différence? Alors, les femmes vont le comprendre, les hommes un peu moins peut-être. On parle beaucoup d'une capacité supérieure à l'anticipation chez les femmes ou d'une surcharge mentale qui pourrait expliquer. Alors, ces chiffres sur les troubles anxieux, on a peu de chiffres remis à jour depuis le Covid. Aujourd'hui, on considère qu'il serait plutôt autour de 15% dans l'Union européenne et en France, on est plutôt autour de 22-23%. Notre pays est un peu plus anxieux. Alors, et maintenant sur la dépression, vous mettriez combien? Dans le chat toujours. 27 sur la dépression, 4,6, 6,9, 6,9, 6,9. Je vous félicite, on est bien à 6,9% de la population qui serait atteinte d'une dépression. Je rappelle que ces chiffres sont les chiffres des personnes diagnostiquées. On a aussi des personnes qui sont non diagnostiquées.
Pour le trouble lié à l'usage de substances, il vous en reste de moins en moins. L'usage de substances, 6,9, 1,2, 27, 27, 27, 6,9. Ah, j'ai pas la réponse. 1,2. Oui, 4,6. Merci, Camille. On est à 4,6% sur l'utilisation de substances, 3,4% lié à la consommation d'alcool. Actuellement, la tendance est à une consommation d'alcool un peu moindre, mais à une augmentation de la prise de substances de type cocaïne, héroïne et autres, et cannabis, bien sûr. Alors, pour les troubles psychotiques, dont la schizophrénie, 1,2, 1,2, 0,9, 1,2. Oui, nous sommes à 1,2% de la population qui serait atteinte d'un trouble psychotique, dont la schizophrénie. Alors, je précise quand même dans ces 1,2%, il y en a la moitié qui sont en service psychiatrique, hospitalisés, on va dire enfermés. Dans l'autre moitié, il y a la moitié qui a une bonne prise en charge et qui peut vivre une vie parfaitement comme vous et moi, stabilisée. Et puis, on a une moitié qui se retrouve un peu plus sans difficulté avec ces troubles. Mais en tout cas, on va pas dire qu'ils sont dangereux, mais vous allez trouver des populations où va y en avoir un peu plus de type tout ce qui va être SDF. Et puis, pour les troubles bipolaires, selon vous, 0,9, 0,9. Oui, on va être à 0,9. Alors, les troubles bipolaires, on en entend beaucoup parler en entreprise. On évoque souvent celle-là, elle est bipolaire. D'ailleurs, c'est souvent des femmes qui sont pointées du doigt. Or, ça n'atteint pas que des femmes, les troubles bipolaires. Il faut faire attention à ne pas confondre avec les troubles lunatiques, les troubles de l'humeur. Un jour, on va bien, un jour, on va mal, ou des gens qui sont plutôt sur des troubles de la personnalité. Les troubles bipolaires, on est bien sur cette alternance d'une phase dépressive qui peut aller jusqu'à 6 mois, qui peut être longue, et une phase maniaque. Une phase maniaque, c'est une phase très, très euphorique, en fait. Beaucoup de gens, beaucoup dans l'activité, qui peut également durer 6 mois. Donc, faire attention à ne pas confondre avec des troubles de l'humeur de type lunatique. En tout cas, tout trouble confondu, on est sur 27,1%. C'est la somme de tous les troubles plus plus la comorbidité. Ce qu'on appelle la comorbidité, c'est d'avoir plusieurs troubles en même temps. D'ailleurs, on entend souvent parler de syndrome anxio-dépressif. 27,1, vous voyez, on est actuellement, on dit à peu près une personne sur 4 atteinte d'un trouble psychique dans ces pays-là. C'est énorme. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique, la santé mentale. Donc, il faut la prendre en charge. Alors, par rapport à, si vous vouliez plus d'informations sur les troubles de la... Oui, au final, ça fait beaucoup. Plus d'informations sur les troubles de la santé mentale. La Mutualité française fait des formations sur les premiers secours en santé mentale, c'est-à-dire comment repérer les premiers symptômes, les premiers signaux de ces différents troubles, les reconnaître et comment on intervient auprès d'une personne qui serait en train de développer un trouble ou qui serait en train d'être dans une crise en lien avec un trouble. Pour la crise de la dépression, par exemple, ça serait la crise suicidaire. Pour les troubles anxieux, ça serait la crise d'angoisse. Pour les troubles psychotiques, ça serait la crise hallucinatoire ou délirante. Donc, les premiers secours en santé mentale, la Mutualité française met en place des formations. Vous pouvez prendre contact avec eux. C'est Camille Lopiteau qui réalise cette formation. Donc, si on en vient à vous donner des trucs et astuces un petit peu pour améliorer sa santé mentale, au-delà d'aller développer ses compétences psychosociales, il y a une hygiène de vie à avoir quotidienne. Alors, la première hygiène de vie dont je vais vous parler, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, je le représente toujours par une chaise. Nous sommes assis dans notre vie sur une chaise à 4 pieds. Le premier pied, c'est la vie professionnelle. Le deuxième, c'est la vie personnelle. Le troisième, c'est la vie sociale. Et le quatrième, c'est la santé.
En fait, on a des fois tendance à privilégier la vie professionnelle pour ceux, par exemple, qui vont à l'épuisement professionnel ou au burn-out. Une tendance à privilégier cette vie et à laisser de côté les autres. On essaye d'être parfait dans une vie et on laisse de côté les autres. En fait, l'équilibre, c'est qu'il faut être imparfait partout, mais parfaitement à l'équilibre. Si vous êtes plus que sur une chaise à un pied, je vous ai montré la petite photo, vous voyez bien qu'on est un peu en déséquilibre, ou en tout cas, il y a risque ou danger. Donc, je répète, parfaitement à l'équilibre et imparfait partout. Le deuxième point, ça va être les vitamines et les oligo-éléments. Je vous donne une référence qui est de Bruxelles, le docteur Résimond, qui présente la médecine fonctionnelle. En fait, qu'est-ce que la médecine fonctionnelle? La médecine fonctionnelle, c'est de dire, avant d'aller soigner un symptôme, par exemple une migraine et de donner un antimigraineux, ou de l'anxiété, de donner un anxiolytique, ou des pleurs et de donner un antidépresseur, on remet la machine, notre corps, à flot, en route. On remet le calcium au taux normal, on remet la vitamine D au taux normal, on remet tout en taux normal et on voit après ce qui reste. Les pays étrangers ont plutôt tendance à fonctionner comme ça. C'est-à-dire quand vous arrivez chez votre médecin et que vous pleurez, par exemple, ils ont plutôt tendance à donner d'abord des vitamines avant de donner des antidépresseurs. Donc, vous pouvez voir ce YouTube de 55 minutes qui explique ce que c'est que la médecine fonctionnelle. On commence à la voir arriver pas mal en France. En tout cas, ces vitamines et ces oligo-éléments, ça permet une récupération d'énergie, luttant contre l'épuisement physique. Et on sait que quand on est épuisé physiquement, ça entraîne également un épuisement psychique. Je vous ai dit de faire attention aux troubles de la santé mentale. C'est plutôt le docteur Résimond. Il faut y faire attention dans ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui ne veut pas vieillir. Donc, il a plutôt aussi cette tendance à donner tous ces vitamines, ces oligo-éléments pour ce côté-là, ne pas vieillir. Mais là, je vous demande de le regarder que du côté de la médecine fonctionnelle. Il faut savoir que, par exemple, sur le burn-out, c'est un des éléments explicatifs du burn-out aujourd'hui, en tout cas de l'émergence forte du burn-out, c'est le fait que notre nourriture n'est plus assez vitaminée, ne nous apporte pas assez d'éléments. Et ça semble être également un facteur explicatif des troubles de la santé mentale plus importants aujourd'hui. Je dis bien, ce n'est qu'un facteur. Il y en a d'autres. Donc, je ne suis pas là pour parler de l'organisation du travail. Aujourd'hui, troisième petite astuce, vous avez compris, c'est l'activité physique. La télé vous le dit également, l'activité physique et l'activité psychique vont ensemble. En fait, l'activité physique permet de diminuer le taux de cortisol dans le corps. Le taux de cortisol, c'est notre hormone de stress, en fait. Quand on est stressé, on produit différentes hormones, les hormones de la vigilance, mais également des hormones de stress qui s'appellent le cortisol. Et le fait d'avoir une activité physique, même de marcher, diminue, ça a été prouvé scientifiquement, diminue le taux de cortisol dans le corps. En fait, il n'existe que 4 moyens scientifiquement prouvés de diminuer le taux de cortisol dans le corps. La première, c'est de supprimer la source de stress. Bon, je vous ai pas dit de supprimer vos enfants ou votre employeur, mais c'est de la supprimer ou de s'en éloigner. La deuxième, c'est l'activité physique qui diminue le taux de cortisol. Le troisième, c'est la méditation, on va le voir juste après. Et le quatrième, c'est l'apnée en piscine ou en plongée, puisque quand vous êtes en apnée, votre corps est obligé de se mettre totalement au repos pour survivre. Il n'est pas en stress, il se met au repos et il diminue le taux de cortisol. Donc, comme je le disais juste avant, la méditation est un moyen également de diminuer le taux de cortisol dans le corps. Et donc, il existe différentes applications, il existe différentes façons de faire de la méditation. Il y a la méditation de pleine conscience, il y a la cohérence cardiaque. Vous pouvez aller voir par exemple l'application Petit Bambou ou mettre de la musique douce ou les fameux bols tibétains par exemple. Alors tout le monde n'est pas en capacité de méditer. En tout cas, quand on essaye, des fois on se rend pas forcément compte que ça fait du bien. Ne pas se décourager, c'est un petit peu difficile, mais je sais que tout le monde n'est pas capable de méditer. En tout cas, idéalement, si vous voulez un meilleur sommeil, c'est de méditer le soir un petit peu dans votre lit ou de refaire de la cohérence cardiaque, des respirations.
Aujourd'hui, il a été également montré que il y a un lien, il y a un nerf, le nerf vague, qui est le nerf entre l'estomac et le cerveau. Quand on le masse avec cette cohérence cardiaque, parce qu'on le masse avec notre respiration, eh bien plus on le masse et plus notre cerveau, le lien entre l'estomac et le cerveau va mieux. Voilà. À méditer également. Autre astuce, c'est la déconnexion. De temps en temps, se retrouver face à soi, c'est une bonne chose et ça développe également des compétences psychosociales. Il faut pouvoir réfléchir sur soi. Et réfléchir sur soi, ben, c'est pas devant un téléphone, c'est pas devant LinkedIn ou autre, tout ce que l'on ou des Facebook où on peut passer des images au fur et à mesure. Il faut de temps en temps se retrouver face à soi. Alors, on déconnecte la télévision, le téléphone. C'est pas la peine d'aller marcher non plus ou de faire votre sport avec votre téléphone, juste pour vous mettre en compétition avec la semaine précédente parce que vous avez marché 10 minutes de plus à une marche plus rapide. Pensez à vous, retrouvez-vous de temps en temps, réfléchissez sur vous. Ça permet aussi d'être bien psychiquement. Autre astuce, l'activité manuelle. Alors, tout ce que vous voulez comme activité manuelle à partir du moment où vous me faites marcher vos mains. Le jardinage, la poterie, la couture, la peinture, la cuisine, les mandalas, donc c'est du coloriage, le bricolage, tout ce que vous voulez. La main est aidante, en fait, l'activité manuelle est aidante pour le cerveau. En fait, il a été montré scientifiquement que, alors c'est aux États-Unis, ils ont fait une étude, ils mettaient des tablettes pour les enfants et avec les tablettes, les enfants de 3 à 6 ans mettaient des carrés dans des carrés, des cubes dans des cubes, le rouge sur le rouge, enfin apprenaient comme ça avec des tablettes. Et quand ils ont voulu leur apprendre à lire et à écrire, ils se sont rendus compte qu'ils avaient de grandes difficultés à apprendre à lire et à écrire. Donc ils ont enlevé les tablettes et ils ont remis le découpage, le coloriage. On s'est rendu compte qu'en fait la main permettait des reconnexions neuronales. C'est-à-dire que à vieillir, on en brûle un peu, mais on sait aujourd'hui qu'on peut recréer des neurones et recréer des connexions, et la main est aidante là-dessus. Alors par contre, ne passez pas toute votre journée au jardinage ou au bricolage, ça peut être des fois un peu fatigant. Faites attention quand même à votre dos. Dans les autres astuces, on va avoir l'idée du post-it. Alors là, on est sur la décharge mentale. Notre cerveau a l'habitude de garder plein de choses. Et en fait, ces choses peuvent l'empêcher de dormir. En plein milieu de la nuit, vous vous dites, ah, faut pas que j'oublie de faire les vaccins des enfants. Ou en plein milieu de la nuit, vous allez dire, il faut que j'aille acheter je ne sais pas quoi parce que c'est important. Afin d'avoir un meilleur sommeil, afin de vous décharger mentalement, n'hésitez pas à écrire les choses sur des tableaux blancs, sur des post-it, sur des listes. C'est les fameuses to-do list. Si vous avez même des troubles du sommeil, même en milieu de la nuit, s'il y a quelque chose qui vous vient, notez-le. Votre cerveau saura que c'est noté sur le papier et il n'aura pas besoin de le traiter pendant la nuit. Alors, c'est pas la peine de mettre plein d'ambitions extrêmes. Hein. Si vous vous dites un week-end, il faut absolument que je range tout le garage, on sait que le garage, c'est un peu difficile. Ça s'appelle pas une décharge mentale, ça. Donc, même avant de partir du bureau, hein, le soir, vous pouvez faire votre to-do list pour qu'est-ce que je fais demain. Et vous la laissez sur votre bureau et au moins votre cerveau ne sera pas obligé d'y penser le soir à la maison ou pendant la nuit. Autre astuce, la sieste. La sieste permet une récupération physique et mentale. Alors, 40 minutes de sieste, c'est le maximum, hein, et idéalement quand le corps le réclame. Donc évidemment, si vous êtes au bureau à 10 heures le matin, ça va être un peu compliqué. Mais essayez de ne surtout pas dépasser la sieste, une sieste de 3 heures. C'est celle qui rend vaseuse, c'est celle qui vous rend, qui vous met un peu dans le brouillard mental. Alors, je vous donne une idée du trousseau de clés. Plutôt que de vous mettre dans votre lit pour faire la sieste, mettez-vous plutôt, comme cette petite dame, dans un rocking chair, sur une chaise avec un énorme trousseau de clés dans les mains. Vous vous mettez à faire la sieste et quand le trousseau de clés va tomber, et votre corps s'est totalement relâché, il va tomber, il va vous réveiller, c'est le moment où il faut vous lever. Et c'est là où vous passez pas dans le sommeil paradoxal, puisque le sommeil paradoxal, c'est un sommeil de nuit qu'il faut garder la nuit. Donc, n'hésitez pas à faire la sieste le week-end, par exemple, ou quand vous pouvez. Certains font des micro-siestes. Donc, si vous avez la possibilité entre midi et 2 de faire une micro-sieste, ça aide énormément sur la santé mentale. Bon,
un autre petit truc et astuce. Alors je dis que c'est la gestion de la vague. De temps en temps, ne rien faire. Alors ne rien faire, ça peut être assis sur le canapé à faire une méditation ou à aller marcher 10 minutes. Mais l'idée c'est que quand vous êtes un peu fatigué physiquement ou psychiquement, eh bien l'idée c'est laisser le temps à votre corps de vous recharger. C'est pas parce que vous avez un regain d'énergie qu'il faut tout dépenser. Quand votre téléphone portable, je prends souvent la métaphore, quand votre téléphone portable est chargé à 5%, vous allez attendre encore un peu avant de le reprendre pour pouvoir aller regarder une vidéo sur YouTube. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Attention à ne pas, j'ai envie de dire, cramer votre énergie trop vite. Dans cramer, j'entends tout burn out, mais ou de s'épuiser. Et de temps en temps, rester au calme même quand ça va bien. Une autre petite astuce, c'est les relations sociales. On l'a vu pendant le Covid, comment ça nous faisait du bien d'avoir des relations sociales, ou comment ça nous manquait et comment on était content de les retrouver. On s'est rendu compte à cette époque, à ce moment-là, que c'était vraiment important, les relations sociales. Alors n'hésitez pas à faire des petites rencontres avec vos amis. Il n'y a pas besoin de faire le gros repas fatigant qui donne un peu de stress. Un petit café suffit pour aller discuter avec ses amis ou entre amis. Ça permet d'élaborer, ça permet de ne pas rester tout seul dans sa tête ou d'avoir des idées qui tournent dans sa tête. On les repartage et de réentendre avec les oreilles, par le discours de l'autre. Ça diminue en tout cas les ruminations. Donc les relations sociales sont importantes. Et puis, comme petite dernière astuce, eh bien, quand on a une envie, on y va. Parce que faire ses envies et ses actions, ça crée de la dopamine. Et la dopamine et la sérotonine sont les hormones du plaisir et du bonheur. Alors, j'ai mis une petite photo d'un homme faisant le ménage. Mais souvent, d'avoir une envie de ménage ou de faire du ménage, c'est pas tout le temps le plaisir, mais si vous en avez envie, allez-y parce que faire le ménage, ça range la tête et à partir de là, on est content, on a une meilleure estime de soi et on a rangé sa tête et ça crée de la dopamine et de la sérotonine. Mais j'ai envie de vous dire, si vous aviez envie de fraises, eh ben c'est la saison actuellement, allez-y manger des fraises, essayez de répondre à vos envies et surtout essayez d'écouter votre corps. En fait, puisque votre corps vous envoie les messages qu'il faut pour savoir ce qu'il a besoin. Donc, je suis rendue au bout de mes petits trucs et astuces sur la santé mentale. Maintenant, je vais arrêter le partage et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, n'hésitez pas dans le chat ou également sur le bouton questions-réponses, ça marche aussi. Que ce soit des questions par rapport à donc cette intervention ou des questions plus spécifiques pour Marine ou pour Camille par rapport à leurs épisodes de podcast donc qui ont été diffusés il y a quelques temps. Alors, oui, je vais répondre sur la question de la sieste. Donc, oui, la pratique de la sieste 20 minutes en milieu de journée, c'est déjà très efficace, c'est vrai. En fait, c'est presque tout dépend un petit peu des personnes, la façon dont elles arrivent à s'endormir ou pas. Pour ça que je donne toujours le trousseau de clés, c'est un peu lui qui va décider de l'arrêt de la sieste. Quelle est la durée maximale? Voilà, 40 minutes, c'est vraiment un grand maximum pour le week-end parce qu'après, vous allez partir dans un sommeil paradoxal. Peut-être que vous aussi, vous avez d'autres trucs et astuces que je ne vous ai pas présentés. Vous pouvez m'en donner des exemples. Non, pas plus de 3 heures sur la diapositive, j'avais mis. Attention, oui, c'est pas plus de 3 heures. Enfin, en tout cas, quand vous dépassez 3 heures, vous allez être mal. Donc, si vous êtes rendu à 3 heures de sieste, c'est que vous êtes très épuisé. On a une question également dans les questions-réponses. Est-ce que vous auriez des idées d'actions collectives, puisque vous avez présenté des actions individuelles, est-ce qu'il y en a également des collectives? Alors, je suppose qu'en action collective, vous parlez plutôt au sein de l'entreprise. Alors, dans les actions collectives en entreprise, donc on va être beaucoup sur la notion de risques psychosociaux, de qu'est-ce qui fait stress au travail. Donc, on va plutôt aller chercher là-dessus. En tout cas, dans le côté collectif, pour moi, ça se gère sur le stress au travail, comment on améliore l'organisation du travail. Après,
un des éléments importants de la santé mentale au travail, c'est de pouvoir donner son avis, de pouvoir parler avec du travail en fait, et de pouvoir en même temps, voilà, c'est ce qu'on appelle la vie des salariés. Ça, c'est important. C'est une action pour moi collective. Et il y en a plein d'autres. Merci. On a une autre question. Du fait des nouvelles classifications en santé mentale, il y a la question du terme perversion. Dans quelle catégorie est-ce que c'est rangé? Oui. Alors, la perversion, elle est considérée comme un symptôme important en fait des troubles de la personnalité. Elle peut à la fois se retrouver du côté des troubles psychotiques que des côtés des troubles de la personnalité, mais la perversion aujourd'hui est mise comme un symptôme. C'est comme la crise d'angoisse qui est mise un symptôme dans les troubles anxieux. Donc la perversion est mise comme un symptôme souvent, et dans la plupart des cas en psychiatrie, puisque là on est sur de la psychiatrie, hein, on la retrouve du côté des troubles psychotiques. On a différentes recommandations, donc s'accorder des moments de silence, le sport, lâcher le téléphone, prendre un bouquin, des balades, etc. Et on a d'autres questions. Bon, on verra après peut-être pour les ressources. On parle notamment de médiation animale pour les troubles anxieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Ça marche très bien et ça marche même très bien chez les jeunes, la médiation animale, puisqu'aujourd'hui, la difficulté de nos jeunes, c'est quand même les relations sociales. Ils sont beaucoup derrière les écrans, ils ont de plus en plus de mal à prendre le téléphone pour appeler. Enfin, il y a vraiment des difficultés d'une anxiété sociale chez nos jeunes. Et cette médiation animale est un bon moyen d'aider à ce niveau-là. Très bien. Et comment est-ce qu'on peut développer des compétences psychosociales plus spécifiquement auprès des jeunes? Oui. Ça pourrait presque faire l'objet, les compétences psychosociales d'un autre webinaire. Comment on peut les développer? Alors c'est vrai je vous ai présenté toute la liste. Il y a la gestion du stress. Bon, je pense par exemple à nos jeunes, la maison des adolescents des jeunes. Alors moi, je suis dans le Loir-et-Cher à Blois. Hein. La maison des ados met des ateliers sur le développement des compétences psychosociales, entre autres par exemple la gestion du stress, sur l'analyse critique de soi, des choses comme ça. Mais ça demanderait tout un webinaire pour vous montrer comment on peut développer à travers des jeux, à travers voilà, des compétences psychosociales, par exemple. Mais il y a des jeux possibles. Et il y a une problématique aussi qui est mise en avant. Vous avez parlé de l'importance des relations sociales, mais comment réussir quand notamment une personne qui est veuve, qui est célibataire, donc c'est peut-être plus compliqué d'être entouré. Est-ce que vous avez des recommandations à ce propos-là? Oui, alors c'est vrai que ça va passer par l'action en fait, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas rester chez soi à attendre que quelqu'un vienne. Il va falloir agir et des fois quand on est isolé, hein, on est un peu avec des états dépressifs et donc l'action ou de faire est difficile. Et pourtant, si on veut avoir une relation sociale, va falloir aller vers des clubs, aller vers d'autres personnes. Il y a, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a des sites internet hein, qui peuvent vous donner des actions de groupe, de faire de la cuisine en groupe, par exemple. Il y a des activités de marche en groupe, et c'est comme ça qu'on se retrouve à pouvoir avoir de nouvelles relations sociales. Merci. Et est-ce que, en termes de ressources, alors déjà, on nous pose la question de si on peut retrouver par écrit l'ensemble de ce que vous venez de dire. Déjà, il y aura un replay qui pourra vous être envoyé. Et est-ce que vous avez des ressources supplémentaires qui peuvent compléter ce que vous venez de dire et également des adresses, notamment pour ce que vous avez dit sur la médiation animale? Alors, oui, je vais pouvoir vous fournir des ressources, tant sur ce qui va être des livres, des sites internet qui vont vous représenter des choses. En site internet, on peut citer le site Psycom, PSYCOM, qui est quand même un site de référence aujourd'hui sur la santé mentale.
Pour les jeunes, on va avoir le site Epsyquoi, Epsyquoi, EPSYKOI, qui est un site sur la santé mentale pour les jeunes. Merci pour l'avoir écrit. Et je peux vous fournir toute une liste, par exemple, de livres ou de numéros de téléphone ou des choses comme ça qui pourront vous être utiles sur la santé mentale. Pour la médiation animale, je vais avoir un peu plus de mal à donner réellement des références, mais on passe souvent dans la médiation animale par le cheval. C'est souvent l'être le plus le mieux, en tout cas enfin pas le mieux, parce qu'il y a le chien, il y a d'autres animaux, mais on passe beaucoup par le cheval pour la médiation animale. Très bien. On pourra vous renvoyer justement ces liens, ces ressources. Vous recevrez un mail suite au webinaire avec ces ressources et le questionnaire de satisfaction. Et comme ça, si vous avez d'autres remarques, vous pourrez les indiquer. Et pour rebondir sur les personnes isolées pour qu'elles puissent créer du lien social, donc la personne qui avait posé la question appuie sur le fait que notamment il y a pas mal d'associations qui permettent de se positionner comme bénévoles pour rencontrer du monde, etc. Effectivement, des conseils en médiation animale, bar à chat, ça c'est ça. Le bar à chat, oui. Je sais pas si on en a un sur le Loir-et-Cher. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler en région parisienne et Paris. Mais c'est vrai que la Orléans, il y en a un. À Orléans, la ronron-thérapie, le chat, ça fonctionne bien. Hein. Tout à fait. Ah, et Sur Bourges également. Bon, bah, il y a que Blois qui ne doit pas être c'est ça. perdu. Ah si, il y avait une question sur à quand la prochaine rencontre. Alors, je vais pouvoir reprojeter de manière ma présentation du début. Donc, la prochaine rencontre aura lieu en août et ce sera une rencontre qui sera sur la thématique de la santé de la femme, du cycle féminin pour être exact, puisque donc c'est un webinaire. Je sais pas si vous voyez bien mon écran. C'est un webinaire donc pour chaque thématique. Donc, ce sera un webinaire en août qui pourra clore donc la seconde thématique, puisque là, on est sur le webinaire qui clôt la première thématique de la santé mentale. Donc, il y aura trois webinaires sur l'année. Et donc, ce qu'on a mentionné plus tôt, effectivement, avec la Mutualité française, vous pouvez participer à des formations premiers secours en santé mentale en contactant donc Camille Lopiteau ou simplement la Mutualité française si vous souhaitez, en trouvant les coordonnées sur Internet, si vous n'avez plus cette adresse mail-là. Et également la fraise de la santé mentale, donc qui est quelque chose d'un peu plus court, qui dure 3 heures, alors que les premiers secours en santé mentale durent 2 heures. Mais la fraise de la santé mentale, c'est une sensibilisation. Les premiers secours en santé mentale, il y a une vraie formation derrière. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à Marine et Camille pour votre présence également. Et puis, on va pouvoir clore ce webinaire. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Et puis, donc, n'hésitez pas à aller écouter les podcasts si vous ne l'avez pas encore fait et ceux à venir. Et puis, on se retrouve donc en août pour le prochain webinaire.